on va étudier l'anatomie de la vessie. Pour cela, on adoptera le plan suivant. On va commencer par une introduction brève, puis on va voir la situation, la forme, la capacité et les dimensions de la vessie, puis on va voir la configuration de la vessie, puis on étudiera les moyens de fixité et la loge vésicale, puis on va voir la structure interne histologique de la vessie, puis on va voir ses rapports topographiques avec les organes de voisinage, puis on va étudier sa vascularisation, innervation et son drainage lymphatique, et on va finir par une conclusion. La vessie est un organe musculo-membraneux. Elle est intermédiaire aux uretères et à l'urètre, dans laquelle l'urine sécrétée de façon continue par les reins s'accumule et séjourne dans un intervalle de miction. Elle est située dans la cavité pelvienne, mais elle peut remonter jusqu'au niveau abdominal quand elle est pleine. Elle joue le rôle de réservoir des urines provenant des uretères. Pour la situation de la vessie, quand elle est vide, la vessie occupe la cavité pelvienne. Elle est appliquée sur la face postérieure de la symphyse pubienne. Quand elle est distendue, la vessie fait saillie dans l'abdomen. Chez l'homme, elle est située en avant des vésicules séminales et du rectum et au-dessus de la prostate. Chez la femme, elle est située en avant de l'utérus et du vagin, au-dessus du diaphragme pelvien. Pour la forme de la vessie a une forme périforme et comprend un corps ovoïde à l'état de réplétion, c'est-à-dire quand la vessie est pleine. Un corps qui est aplati à l'état de vacuité. Elle présente une face supérieure, deux faces inférolatérales, un apex antérieur, un fundus qui est postérieur au niveau de la base de la vessie et un col de la vessie qui se continue par l'urètre en bas. Pour la capacité et les dimensions de la vessie, elle mesure 6 cm de longueur, 5 cm de largeur. La vessie a la capacité de doubler ses dimensions quand elle est pleine. Sa capacité est très variable chez l'adulte. Il a une capacité anatomique maximale de 2 à 3 litres. Cette capacité est plus grande chez la femme. Chez l'enfant, la capacité et les dimensions de la vessie peuvent varier et en fonction de l'âge, allant jusqu'à 250 ml à l'âge de 12 ans. Pour la configuration de la vessie contenue dans une loge fibreuse, elle contient un orifice urétral antérieur et médian au niveau du col de la vessie. Cet orifice est entouré d'un bourrelet dû à la présence du sphincter interne, qui contient des faisceaux musculaires lisses. On a les orifices des uretères. Ils sont latéraux, en forme de fente, situés aux angles d'un triangle qu'on appelle le triangle de Lyoto. Entre ces deux orifices, un bourrelet soulevé par la présence d'un faisceau musculaire qu'on appelle le muscle interurétéral. En arrière de ce muscle urétéral, on a le bas-fond vésical ou l'arrière-fond de la vessie. La vessie a un bord postérieur qui se moule sur la saillie du rectum. Elle a une courbure à concavité postérieure. Il dessine la limite du cul-de-sac de Douglas. Pour les bords latéraux de la vessie, ils sont épais et convexes et longés par l'artère ombilicale. Le péritoine a la particularité de déborder sur cette paroi latérale. Pour l'angle antérieur de la vessie, ou bien le sommet de la vessie, qui se continue avec le ligament ombilical médian ou l'oraque.
l'angle inférieur de la vessie ou le col vésical ou l'orifice supérieur de l'urètre. Il se projette à mi-hauteur en arrière de la symphyse. Pour les moyens de fixité de la vessie est contenue dans une loge cellulofibreuse qu'on appelle la loge vésicale. Elle est maintenue grâce à des fascias, des ligaments, un diaphragme pelvien et le périnée. Ces moyens de fixité diffèrent de chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, on a le fascia vésical, qui est la tunique adventice. On a l'aponévrose ombilico-prévésicale en avant. Cette aponévrose se continue en bas par le fascia prostatique et fusionne en arrière avec le fascia rétrovésical. Le ligament ombilical médian ou le RAC, le ligament pubo-prostatique qui s'étend depuis la symphyse pubienne jusqu'à la prostate. Latéralement, on a les ligaments vésico-latéraux et les lames pubo-sacrogénitales. Et aussi, on a le diaphragme pelvien et le périnée par l'intermédiaire du fascia inférieur du diaphragme urogénital. Chez la femme, on a le fascia vésical ou bien la tunique adventice, le fascia ombilico-prévésical qui fusionne en arrière avec le fascia rétrovésical et en bas avec le fascia supérieur du diaphragme urogénital. On a le ligament ombilical médian ou bien l'ORAC. On a le ligament vésico-antérieur par l'intermédiaire du ligament pubovésical qui est tendu depuis la symphyse pubienne jusqu'à la vessie. On a latéralement les ligaments vésico-latéraux et aussi on a le ligament vésico-utérin. Aussi les lames pubo-sacrogénitales et le diaphragme pelvien et le périnée. Pour la structure interne de la vessie est formée de 3 tuniques, la muqueuse, la musculeuse et l'adventice. Une adventice qui est cellulo-nerveuse et vasculaire, une musculeuse ou bien détrusor formée par 3 couches musculaires. Une couche superficielle formée de fibres longitudinales, une couche profonde ou plexiforme, et puis une couche moyenne qui constitue au niveau du col le sphincter lisse du col vésical ou le sphincter de l'urètre. Une muqueuse de type urothélial qui est rouge, lisse et unie. Au niveau du trigone, elle présente quelques papilles. Le péritoine ne revêt que la face supérieure et partiellement les faces postérieures et latérales. Il recouvre partiellement la vessie au niveau du dôme. Alors la vessie peut être abordée chirurgicalement par voie extra-péritoniale. Les urtères ont une implantation oblique au niveau de la paroi vésicale et leurs amarrages au niveau du plan musculaire du trigone créent un dispositif anti-reflux qui fait qu'à l'état normal, l'urine ne peut en aucun cas remonter contre courant vers le rein. Pour les rapports topographiques de la vessie, les rapports de la face supérieure de la vessie, elle répond en haut au péritoine qui recouvre la face supérieure de la vessie. La face supérieure de la vessie répond aussi aux onces intestinales et au côlon sigmoïde. La face antéro-inférieure de la vessie répond à la symphyse pubienne et le pubis.
à l'aponévrose ombilico-prévésicale, au ligament ombilical ou l'oraque et aux artères ombilicales. Pour les rapports du sommet, sont représentés par l'oraque, qui s'étend jusqu'à l'ombilic. Pour les rapports de la face postéro-inférieure de la vessie, chez l'homme, elle répond au canaux déférent, aux vésicules séminales, à la portion terminale des urtères et au feuillet péritonéal qui forme le cul-de-sac vésico-rectal, l'aponévrose prostato-péritonéale qui est située entre le rectum en arrière et la vessie et la prostate en avant. Pour les rapports postéro-inférieurs chez la femme, le feuillet péritonéal qui forme le cul-de-sac vésico-utérin. Elle répond aussi à la face antérieure du vagin, à la cloison vésico-vaginale qui sépare le vagin et la vessie, la portion terminale des urtères. Pour les rapports du bord postérieur de la vessie, il est séparé du rectum par le cul-de-sac vésico-rectal chez l'homme et séparé des organes génitaux par la cloison vésico-vaginale et par le cul-de-sac vésico-utérin chez la femme. Pour la vascularisation, innervation et drainage lymphatique de la vessie, la vascularisation artérielle de la vessie provient essentiellement des branches de l'artère iliaque interne. Pour les artères antérieures, ils sont fournis par l'artère pudendale interne et par l'artère obturatrice. Les artères postérieures et inférieures sont fournies par les artères vésicales inférieures et l'artère vésiculo-différentielle. Les artères supérieures proviennent de l'artère ombilicale. Pour le drainage veineux de la vessie, les veines des parois vésicales se jettent dans un réseau périvésical qui rejoint en avant le plexus rétropubien qui se draine lui-même dans les veines pudendales internes, puis vers la veine iliaque interne. Latéralement, les plexus vésicaux se drainent par les veines vésicales qui se drainent eux-mêmes dans les veines iliaques internes. Pour le drainage lymphatique de la vessie, les lymphatiques de la face supérieure et antéro-inférieure de la vessie aboutissent au ganglion iliaque externe et au ganglion obturateur. Pour les lymphatiques de la face postéro-inférieure, ils vont essentiellement au ganglion hypogastrique, au ganglion iliaque interne et au ganglion interiliaque. Pour l'énervation de la vessie, l'énervation provient des nerfs vésicaux qui émanent du plexus hypogastrique inférieur. Elle est assurée aussi par les neurofibres sympathiques et parasympathiques émanant des 3e, 4e nerfs sacrés pour le contrôle volontaire de la miction. En conclusion, la vessie est un organe musculo-membraneux intermédiaire aux urtères et à l'urètre. Elle a le rôle de réservoir des urines avant leur excrétion via l'urètre. Elle est située dans la cavité pelvienne. Ses dimensions diffèrent entre la femme et l'homme et l'enfant. La loge vésicale entoure la vessie et permet sa fixation. Sa paroi interne est constituée de 3 tuniques essentielles. Ses rapports diffèrent entre l'homme et la femme. Sa vascularisation est assurée essentiellement par les branches issues des vaisseaux iliaques internes.